messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous voici encore au rendez-vous cette semaine pour une nouvelle émission. Le sommet de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a pris fin la semaine dernière à Lomé. Et Fonia Singbe s'est vu décerner un prix spécial parce que, dit-on, le Togo a éliminé certaines maladies tropicales, notamment la filariose lymphatique. Au-delà de ce prix, on s'interroge de l'état des infrastructures sanitaires dans le pays. Nous allons en parler avec nos invités sur ce plateau. Et puis, l'opportunité de ces sommets au Togo aujourd'hui, dans un contexte de vie chère, de crise économique. Nous allons parler également avec nos invités sur ce plateau. Et ce sont Ferdinand Haïté et Luc Abaké. Luc, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à nos amis qui nous suivent tout le temps. Là. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Ferdinand Haïté, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Voilà, je rappelle que Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative, et Luc Abaki, il est journaliste, chroniqueur, éditorialiste. C'est avec eux que nous allons débattre sur ce plateau dans cette nouvelle émission. Mais nous allons d'abord parler, avant ces sujets que nous avons annoncés tout à l'heure, nous allons d'abord parler des logements sociaux et l'urbanisation de la ville de Lomé, ses périphéries. Avant ce débat, regardons ensemble cet élément.
Retour sur ce plateau de l'autre journal avec nos invités Luc Abaki et Ferdinand Haïté. Luc, nous venons de voir certaines images qu'on nous a projetées tout à l'heure. Ça concerne les logements sociaux, l'urbanisation de notre ville. Mais il y a un projet, Yagra Estate. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là? Oui, alors merci beaucoup. C'est vrai que vous vous rappelez très bien que nous avons eu à faire des émissions ici pour déplorer les conditions dans lesquelles les habitations se présentent dans notre capitale. Il s'agit bien en fait de notre vitrine, Lomé. Et donc le miroir qui en fait permet de vendre l'image de notre pays. C'est la plus grande ville que nous avons et donc il est impératif que nous puissions avoir quand même des infrastructures, des logements, des immeubles, en tout cas ce qui peut montrer que nous sommes dans la modernité et que la population elle-même est en train d'évoluer vers l'épanouissement effectif. Dieu merci, quelques mois plus tard, on se rend compte qu'il y a un projet initié par des Togolais, des jeunes entrepreneurs togolais, qui sont en train donc d'aller dans la ligne que nous étions en train de définir par ici, dans le rêve légitime que l'ensemble des Togolais portent, parce que l'habitat ou le logement, tout simplement, c'est un des fondamentaux qui marque la vie de l'être humain. Il fait partie des droits essentiels de l'être humain, et nous avons eu à parler ici de l'impact de l'environnement sur la vie même, sur la santé, sur l'état d'esprit, l'état mental du citoyen et tout cela. Donc, de ce point de vue, ce projet dénommé Yagra Estate, qui sera donc conduit par les Togolais dont je vous parle, va se réaliser, selon les promoteurs, à Diablé, sur un espace de 25 hectares, où ils vont construire des immeubles sous forme d'appartements. Et donc, au regard des images que vous avez pu voir et tout le confort qu'il y a, on comprend que finalement, quelque chose est en train de vouloir se réaliser au Togo. Notre prière ne peut qu'être de voir un tel projet innovant se matérialiser dans notre pays de manière qu'il puisse susciter l'émulation. Parce que le besoin du logement étant là, et le besoin de donner un nouveau visage à notre capitale étant aussi crucial, je crois que notre intérêt à nous tous est de pouvoir accompagner un tel projet, et c'est ce que nous sommes en train de faire précisément à travers cette émission qui nous permet bien sûr de montrer que vraiment les Togolais ont commencé à oser et qu'il faut que ces genres d'actions se multiplient. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand, on peut dire enfin qu'un projet de grande nature pour les logements sociaux. Oui, j'étais invité à cette cérémonie de lancement à l'hôtel Onomo, mais je n'ai pas pu me rendre. Mais je pense que c'est des initiatives qu'il faut saluer parce que Luc l'a rappelé tout à l'heure, on a eu longuement discuté ici de tous ces projets-là qui foisonnent dans les pays voisins. Surtout vous allez au Ghana ici, vous allez voir Accra est ceinturé de ces projets à ne pas en finir, projets même pilotés par des particuliers, des gens. Il y a un parc emblématique, une cité emblématique à Accra qu'on appelle Aïe Messan State. C'est une ville carrément dans la ville d'Accra où il y a toutes les commodités, le confort et tout. Et donc Lomé est en manque de ces genres de cités. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord de saluer l'initiative de ces jeunes entrepreneurs togolais qui sont aller à la recherche des fonds, des moyens, acheter de l'espace pour implémenter maintenant ce projet-là. Et je pense qu'à partir de cet exemple-là, il y en aura d'autres pour en finir avec ce développement horizontal et un peu anarchique de la ville de Lomé, de manière à ce qu'il faut amener les Togolais à commencer par changer les habitudes. Vous savez que dans le code foncier maintenant, il y a eu des nouvelles dispositions, notamment la copropriété. Ça favorise maintenant que plusieurs personnes vivent sur le même site en se partageant les obligations et tout ce qui va avec. Donc moi je trouve que c'est une initiative assez innovante et intéressante. Mon plus grand souhait c'est qu'elle soit matérialisée, qu'elle aille jusqu'au bout et que cela montre aussi que les Togolais sont capables de faire ce que les autres font aussi ailleurs.
Et à partir de cet exemple-là, qu'on puisse démultiplier ces projets-là tout autour de la ville de Lomé. Et donc, moi j'ai vu les images, c'est assez impressionnant, même si c'est sur 25 hectares, il faut partir d'un espace assez bien maîtrisable avant d'aller vers des trucs de plus grande envergure. Et comme Luc vient de le rappeler, il y a le besoin là. Les gens ont envie de vivre dans un cadre assez confortable. On fait des cités à Lomé, on vend des maisons à 400 millions, 500 millions. Une cité en agglomération avec les prix qui sont déclinés là, je pense que certains Togolais, c'est à la portée de certains Togolais. Donc c'est important que ces projets s'implantent dans notre pays et je suis fier que ce soit des Togolais qui portent ça parce qu'on nous a vanté d'autres projets ici pilotés par des partenaires qui se sont terminés dans des conditions assez difficiles. C'est des jeunes Togolais qui ont imaginé, qui se sont mis à l'épreuve, qui ont convaincu les banques de les accompagner. D'abord, il faut voir le niveau de confiance parce que pour convaincre les banques d'aller dans ces genres de projets, il faut être convaincant. Donc, moi, j'ai vu les images sur le lancement. Prions que les choses aillent véritablement très bien et que le premier coup de pioche soit donné et que les travaux ne commencent pas. Voilà ce que moi je voulais dire en attendant de rentrer dans d'autres aspects du sujet. Quoi. Merci beaucoup, Ferdinand. Quand on parle de logements sociaux, on parle de cité. Les Togolais ont une idée globale de la chose. Peut-être que les appartements, combien ils vont coûter, ce sera cher. Est-ce que ces appartements seront à la portée du Togolais? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview que l'un des promoteurs, parce qu'ils sont deux à s'associer, a accordé à certains journaux de la place. Et j'observe avec beaucoup d'intérêt qu'il y a vraiment une analyse pointue qui a été menée. D'abord sur le plan de la structuration même du projet. Il faut reconnaître qu'en fait ce n'est pas la première fois qu'on nous parle des projets immobiliers au Togo. Et très souvent, les projets, ces genres de projets n'ont pas véritablement prospéré et du coup, il y a un goût d'inachevé. Donc, du point de vue de la structuration elle-même, là où j'ai vu le coup de génie, c'est que le projet est monté de telle manière qu'il n'y a pas de risque possible, ni pour l'acquéreur, ni pour le promoteur, ni pour, si vous voulez, les banques, etc. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le système est fait de manière qu'il y ait des financements d'abord pour les constructeurs. Donc, ce financement étant acquis sur la base donc, des partenariats qui sont signés avec les banques, ça veut dire qu'il y a la garantie de la construction du projet lui-même, en tout cas des immeubles. La deuxième chose, c'est que c'est les acquéreurs. Et vous imaginez, selon toute l'information qui a été donnée précisément à l'occasion de cette cérémonie, c'est que le projet a été la prospection pour la recherche des acquéreurs a commencé il y a de cela 2 mois. Parce que c'est un projet qu'on vend sur plan. Les appartements se vendent sur plan. Donc, de juin à maintenant, ils ont pu déjà mobiliser 500 souscripteurs qui aspirent véritablement à avoir des appartements. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'intérêt étant là, le besoin étant là, on doit pouvoir alors l'accompagner. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites la soumission, vous donnez la preuve à partir de votre revenu que vous avez une capacité de paiement. Parce qu'il y a la possibilité, mais la capacité, c'est-à-dire que vous avez un revenu régulier qui permet donc de payer un crédit immobilier sur une longue durée. Donc le projet lui-même se charge de conduire le processus d'acquisition du crédit auprès des banques partenaires. Et une fois que votre crédit est acquis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne verse pas au promoteur l'argent, le crédit ainsi acquis. La banque bloque le crédit et elle envoie une lettre irrévocable de paiement sous réserve de construction, de livraison de l'appartement. C'est à ce moment précisément que l'acquéreur et le promoteur signent un contrat d'une durée, selon ce qu'ils disent, d'1 an. Et donc ça veut dire que avec l'argent accordé au financement pour la construction, l'appartement vous sera construit et au bout d'1 an, au moment où on vous remet les clés donc, de votre appartement, l'argent qui a été, donc le crédit qui vous a été accordé sera alors versé sur le compte du promoteur. Vous voyez? Donc le schéma est tel que logiquement, le projet doit pouvoir réussir, puisque le terrain qui a été acquis est un terrain titré, qui a un titre foncier.
Donc, a priori, il n'y a pas de risque majeur. Donc, maintenant, sur les coûts dont vous avez parlé, les coûts qu'ils ont avancés montrent clairement qu'il y a eu une étude préalable sur la bourse et le revenu moyen du Togolais moyen, de manière qu'au moins avec le peu que l'on a, qu'il puisse avoir accès à un appartement assez raisonnable. Donc, je ne sais pas les prix en tête, mais je sais tout simplement que cette étude a été faite et tel qu'ils ont présenté. De toute façon, puisque c'est un financement privé, donc on ne peut pas s'attendre que, écoutez, ça soit à la portée de tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une étude qui a été faite. Les coûts qui ont été, puisque aujourd'hui, si vous avez, disons, un revenu moins de 150 000 francs, par exemple, vous pouvez avoir un appartement là-bas par mois et à payable sur 10 à 15, voire 20 ans. Donc je crois que c'est déjà un bon pas et c'est d'ailleurs pour cela que nous encourageons les gouvernants à initier ces genres de projets parce que tel que cela se passe selon les explications des promoteurs, ils vont prendre en compte tout, y compris les VRD. Voyez-vous, donc toutes les voies d'accès, etc. Le projet prend en charge. Donc pour amortir les coûts donc, des appartements, il suffit par exemple que l'État s'engage à s'occuper de ces volets de voirie interne et tout, pour qu'on puisse répercuter ça sur les coûts des appartements. Mais, en tout état de cause, tel que la chose a été présentée, il est clair qu'avec 150 000 francs, vous pouvez déjà, par mois, vous pouvez déjà acquérir un appartement. Donc, je pense que c'est déjà un bon départ. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous soyez particulier, c'est-à-dire que vous n'avez pas un salaire mensuel, mais vous avez des activités qui peuvent permettre de couvrir ces genres d'achat. Il y a toujours ces genres de possibilités et le processus manifestement est le même. Vous bloquez votre argent sur un compte et la banque envoie la lettre et bon, on vous fait ce qu'il y a lieu de faire. Je pense vraiment que c'est intéressant. Il va falloir que tout le monde s'y mette, aussi bien les gouvernants que tous ceux qui sont concernés par ce projet, de manière qu'on puisse aussi citer le nom du Togo pour un exemple modèle qui puisse être recommandable. En fait. Merci beaucoup. Oui. Non, moi je pense que le besoin de logement sera de plus en plus important dans notre pays parce que la population est en train de s'accroître, la ville de Lomé est en train de s'agrandir, c'est la capitale, tout le monde veut arriver dans la capitale pour trouver un job, donc la question du logement va fondamentalement se poser et ces genres de projets, comme je le disais tantôt, sont à encourager et puis à démultiplier. Il y a à Lomé par exemple, dans certains quartiers de très vieilles maisons, je me pose même la question de savoir pourquoi ces vieilles maisons-là, on ne décide pas de rénover certains quartiers, de réfectionner certains quartiers, de manière à ce que les gens vendent ces vieilles maisons ou qu'il y ait des promoteurs qui rachètent les vieilles maisons et qui font des immeubles avec des appartements et tout ça pour changer l'image de la ville. Prenez un peu les quartiers, les vieux quartiers de Lomé, il y a des maisons qui sont abandonnées depuis des années. Et donc, il faut réfléchir dans un contexte global pour changer définitivement l'image de la ville, de notre capitale. Aujourd'hui, la ville s'agrandit. Lomé, avec Thévier, c'est totalement collé. La double voie qui va en Néron fait que Lomé, Kogan, dans toute cette zone-là, sont en train de... Il n'y a plus tellement de différence. Lomé et Zanguera, Mouepé, tout ça aujourd'hui, c'est devenu le même espace. Donc, il faut anticiper pour éviter qu'on ne se retrouve devant les mêmes soucis ou les mêmes problèmes. Il y a plusieurs réserves administratives qui ont été gardées, mais ces réserves ont été totalement... c'est pas vendu par ces réserves ont été vendues par des fonctionnaires VO. Moi j'étais ici, un monsieur est venu avec une carte qui peut couvrir toute cette table là où vous retrouvez au moins une centaine de réserves de la zone de Agoy jusqu'à Pesito jusqu'à Zanguera. Vous avez vu, les réserves sont là, ils ont dépiécé les réserves. Donc ça veut dire que l'État peut reprendre ces réserves là et
et implémenter des projets de ce genre pour permettre aux populations de se loger tout en maîtrisant l'espace de logement. Parce que c'est la question fondamentale. Parce que plus nous allons construire en horizontal, la ville va s'étendre jusqu'à Belouvé et vous n'aurez même plus de terre pour faire des petits projets, que ce soit le maraîchage, quoi que ce soit, pour faire l'agriculture, pour faire vivre la capitale, voyez-vous. Et donc, ces genres de projets sont à encourager et j'espère que les choses vont aller très vite. C'est un défi que des jeunes Togolais se sont lancés et nous n'allons que prier pour que leur projet aboutisse. Ce serait la fierté de tous les Togolais et qu'à partir de celui-là, ils puissent en initier d'autres. Et comme le besoin est toujours là, nous avons un pays qui a une forte diaspora, qui a une forte diaspora et vous savez aujourd'hui, la tendance, nous sommes pendant les vacances, tous ceux qui veulent rentrer, les gens cherchent des appartements meublés, tout le monde veut rentrer au pays, on vous dit cherchez-moi des appartements meublés, on rentre avec la famille. Si des gens ont des appartements dans la périphérie de la capitale, au lieu d'aller payer 500 ou 600 000 pour un séjour d'un mois, ils viennent, ils restent dans leur appartement avec leurs enfants et puis au bout de leur séjour, ils retournent en Europe ou aux États-Unis. Voilà. Donc je pense que c'est des initiatives. Si sur le plan intérieur, les gens n'ont pas suffisamment d'argent, en tout cas la population a un pouvoir d'achat assez faible, c'est vrai qu'il y a une catégorie de Togolais qui peuvent facilement supporter le coût. Dans la diaspora, il y a des gens qui seront vraiment intéressés par ce genre de projet. Surtout que les gens de la diaspora sont souvent aussi victimes des doubles ventes de terrain. Les litiges fonciers, vous achetez un terrain par exemple, vous passez 10 ans dans les procédures judiciaires pour pouvoir à la fin soit perdre ce terrain ou en jouir. 10 ans après, le projet que vous devez faire a pris vraiment du retard. Donc si il y a des projets de ce genre sur des espaces sécurisés avec des titres fonciers, avec des dispositions de copropriété qui puissent permettre aux gens d'acheter directement leur logement et d'y vivre sans souci, je pense qu'il faut y aller, quoi. Voilà ce que moi je pense. Et donc mes encouragements à ces jeunes-là qui ont eu l'idée de lancer ce genre de projet et nos prières les accompagnent pour que cela puisse vraiment se matérialiser. Pour qu'on dise enfin, les Togolais aussi sont en train de bouger dans leur pays, quoi. Merci beaucoup. Peut-être un compliment. Ce qui est intéressant, en fait, c'est précisément par rapport au coût, puisqu'il s'agit des constructions en hauteur. Alors, les explications que les promoteurs donnent, c'est que plus ils montent en hauteur, mieux ils rentabilisent. Et donc, du coup, les prix, même des appartements, vont être moindres parce que l'espace sur lequel ils construisent n'est pas trop utilisé de façon horizontale, mais en hauteur. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est, par rapport aux prix qu'ils sont en train de proposer, c'est vraiment compétitif. Et moi, je suis étonné qu'au bout de 2 mois, qu'il y ait eu des souscriptions, alors qu'à vrai dire, ils n'ont pas fait de campagne de communication en tant que telle. Ça veut dire que les craintes que nous avons, qui sont que les Togolais ne sont pas habitués à vivre en appartement, dans un même espace et tout, ne se justifie vraiment pas. Parce qu'il y a un intérêt qui est réel et une manifestation, un engouement au sein de la masse, tel que les choses se sont passées. Donc, ce qui veut dire que si le projet-là a abouti, je crois que nous avons tous intérêt à ce qu'il puisse aboutir. On va réussir maintenant à réorganiser la vie même de notre propre société. Parce que, voyez-vous, lorsque les gens continuent de vivre de façon dispersée et tout ça, les problèmes de sécurité se posent. Et puis, des sociétés, des compagnies comme la TDE, la CET, etc., elles perdent véritablement de clientèle parce que quand ils ne sont pas capables d'amener les services concédés au même rythme que la façon dont la ville s'étend, ça veut dire que c'est une clientèle qui sont en train de perdre. Normalement, la société, en tout cas l'État, doit pouvoir veiller à ce que ces genres d'initiatives-là se multiplient, quitte à ce qu'ils rasent fondamentalement. C'est un quartier déjà vieux, pour qu'on puisse réorganiser la vie de la société. Et du coup, la TDE, la CET ont des clients, voyez-vous, tels qu'ils sont en train d'expliquer. 2500 logements, c'est environ plus de 10 000 personnes qui vont loger. C'est carrément une ville. Et donc, toute l'électricité, l'énergie qu'ils vont utiliser, l'eau qu'ils vont utiliser, mais les factures, c'est la TDE et la CET qui vont gagner. C'est toujours l'État. Vous voyez? Et au même moment, l'État gagne en sécurisant sa propre population et en même temps en ayant
un regard plus précis sur, si vous voulez, le type de citoyens ou de personnes. Parce que, vous savez, notre problème, en général, ici, c'est l'adressage. On dit par exemple que le Togo a 8 millions d'habitants. Mais à vrai dire, c'est une estimation vague parce qu'on n'a pas des éléments qui permettent de repérer avec précision le genre de citoyens que nous avons. Or, si on avait organisé la société de manière qu'on puisse connaître avec précision où logent les gens, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs profils et tout, l'État même maîtrise sa propre société en tant que première richesse de tout pays. Voyez. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a un besoin de compétences dans ce domaine ou dans un autre, l'État sait précisément qui il faut appeler et à quel moment et tout ça. Donc, vraiment, il faut qu'on organise notre société parce que nous ne sommes pas nés pour vivre à la traîne. Et donc, à partir de cet instant-là, si des initiatives comme ça sont prises, il faut bien que l'État ait un regard là-dessus. J'ai été désolé de constater qu'il n'y avait pas de ministre. C'est vrai que j'étais à la cérémonie, mais il n'y avait pas d'officiel. Je ne sais pas s'ils ont été invités ou pas. Mais au moins, la crème des personnes qui sont arrivées à cette cérémonie de lancement officiel de ce projet montre véritablement tout l'intérêt qu'il y a autour. Et je pense qu'on doit pouvoir véritablement, comme il l'a dit, l'accompagner pour que, ou pour une fois, qu'on concrétise quelque chose qui fait rêver et qui suscite en même temps le désir du mieux. Parce que, vous savez, nous rêvons en fonction de ce que nous voyons autour de nous. Lorsque nous sommes entourés par une certaine forme de médiocrité, nous sommes englués dans une léthargie, bien sûr que les esprits ne peuvent pas s'éveiller, le rêve ne peut pas être présent. Or, sans rêve, on n'est pas capable d'initier de grandes et nobles choses. Je crois qu'on a tout intérêt au regard des images aussi impressionnantes que nous avons, que ce virtuel-là devienne une réalité. Merci beaucoup, Luc. En tout cas, nous ne pouvons qu'encourager un tel projet, comme l'a dit nos invités, et nous espérons que Ferdinand, moi ou Luc auront des appartements. Ah ben oui, je parce qu'on a fait la pub, Merci beaucoup. Nous allons observer une petite pause et puis nous revenons après.